Bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus sur ma page Facebook, sur ma chaîne Visuastro pour ceux qui sont sur YouTube. Donc, comme promis, on se retrouve en cette journée de pleine lune du Vésac. Alors, je vous préviens, je suis pas un spécialiste du bouddhisme, ni même des énergies que l'on dit associées à cette pleine lune du Scorpion. Pour faire petite synthèse de cette journée quand même un peu particulière, il est dit, alors chez les hindous, chez les bouddhistes et une partie des hindous, il est dit que le Vésac célèbre à la fois la naissance, l'illumination et la mort de Gautama Bouddha. Voilà. On dit également que c'est au cours de cette journée que les énergies christiques et bouddhiques se rencontrent pour nous balancer un max de lumière, à charge pour nous, en tant que corps incarné, de transmuter cette lumière sur la Terre. Voilà, excellent programme à nous, surtout que on n'a pas trop le mode d'emploi de tout ça. Enfin bon, on peut laisser parler son cœur et puis mettre aussi une certaine forme d'intention par rapport à cette journée, puis tout simplement une forme d'intention dans nos actes et une intention qui ne devrait pas se limiter évidemment à cette seule journée. Voilà. Parler du Vésac en lui-même, tout ce qui va être énergétique, de tout ce qui est bouddhique, de tout ce qui est christique, autant dire que ça dépasse largement mes compétences et que ça n'est pas le lieu de pouvoir aborder, essayer d'en faire une synthèse sur une petite vidéo d'une poignée de minutes. Donc, je résumerai assez simplement les choses. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a le monde qui peut être alors séparé, je vais pas dire séparé en deux philosophies, parce que déjà, j'aime pas le mot séparation quand on parle de religion et de philosophie, mais on peut avoir deux approches différentes. Alors, d'un côté, on a l'approche christique, qui est une forme c'est tout simplement Dieu qui se fait homme, et de l'autre côté, l'approche bouddhique, c'est l'homme qui se fait l'égal de Dieu, enfin, qui par son illumination se fait à l'égal de Dieu. Bon, le résultat est exactement le même. Voilà. Au moins là-dessus, ça va rassembler tout le monde. Donc voilà, c'est juste le schéma inversé. Voilà. Dans le christianisme, c'est Dieu qui se fait homme au travers du Christ, au travers de Jésus. Dans le bouddhisme, c'est l'homme qui se fait Dieu au travers de son illumination. Toutefois, je me permettrai juste une petite parenthèse par rapport au bouddhisme, justement, à cette notion de l'illumination, de l'éveil de l'homme par rapport à Srivarta, donc au Bouddha. Il est intéressant de noter, vous allez comprendre pourquoi je fais cette petite parenthèse, il est intéressant de noter qu'à la base, c'était un puissant, c'était un fils de roi, c'était un prince, notre Bouddha, un prince qui s'est dépouillé de tout apparat de pouvoir pour se retirer dans une vie contemplative. Enfin, après, si vous êtes intéressé, bien sûr, vous irez vous-même consulter une biographie du Bouddha. C'est en rapport avec le propos que je souhaitais vous exposer ce soir. Ce rapport au pouvoir. Et donc, finalement, après moult tergiversations et intellectuelles, après avoir ressassé tout ça dans ma salle caboche, eh bien oui, j'ai quand même décidé de vous parler du mythe d'Œdipe. Alors, pourquoi j'ai hésité? C'est aussi parce que le mythe d'Œdipe est sans doute l'un des mythes les plus complexes à exposer, les plus complexes à interpréter, les plus complexes à expliquer. Autant dire que la façon dont je vais l'aborder ne conviendra pas forcément à tout le monde, parce que on brasse vraiment beaucoup d'aspects au travers de ce mythe. Naturellement, celui qui m'intéresse le plus ce soir est en relation avec le Vésac, en relation avec avec le Bouddha, et puis même certainement aussi avec le Christ, c'est notre relation au pouvoir. Et ça tombe bien, puisque la triple conjonction
Encore celle-là, encore et toujours la triple conjonction Jupiter, Saturne, Pluton dans le signe du Capricorne nous expose à modifier notre relation au pouvoir. Et je pense que l'année va nous le montrer amplement, surtout avec cette période de déconfinement. Voilà. Donc, le mythe d'Oedipe, sachez-le, alors, vous savez que Freud l'a énormément popularisé, mais de manière un peu tronquée, puisque Freud n'a pas lu, semble-t-il, la totalité, l'intégralité du mythe. Il n'en a pris qu'une partie pour expliquer son fameux complexe d'Oedipe. Ce qui ne retire rien non plus à sa logique, mais évidemment, dans la logique, et surtout dans la logique jungienne dans laquelle je m'inscris, il est de bon ton de prendre l'intégralité du mythe. Et c'est là aussi où les choses commencent à devenir un peu complexes, je dois bien dire. Le mythe d'Oedipe est aussi un mythe difficile non seulement à expliquer, mais également à intégrer. Comme tous les mythes, il y a un volet, assez tragique dans ce mythe, et c'est aussi un mythe qui peut faire peur. Voilà pourquoi j'ai souvent hésité pour aborder ce mythe sur un live grand public sur Facebook. Donc, je vais quand même essayer d'en aborder les principaux aspects et surtout de ne pas essayer de comprendre, de ne pas s'enfermer dans une vision tragique du mythe, parce que certes, ce mythe est là pour nous enseigner, certes, ce mythe décrit aussi beaucoup de nos vies, et sans doute toute allusion à un prince contemporain régnant pourrait faire un certain écho à ce mythe. Mais quoi qu'il en soit, tout comme l'astrologie d'ailleurs, on ne saurait enfermer la vie, la totalité d'un individu au travers de ce mythe, mais juste en tirer l'essence. Et cette essence, je vais essayer de vous la livrer à la fin de ce live. Donc, bonsoir à tous qui me rejoignaient. Bonsoir Sophie, Lydie, bonsoir Chris. Oui, c'est notre relation au pouvoir qui va être déclinée ce soir autour de ce mythe et autour de cette pleine lune du Scorpion. D'ailleurs, le Scorpion, vous savez, évidemment, en relation avec Pluton, fait un petit peu appel à la notion de pouvoir. Alors, le mythe d'Oedipe. Comment le résumer simplement ? Tout se passe dans la cité de Thèbes. Nous avons le roi de Thèbes, qui a pour nom Laios, qui est marié à sa femme, donc reine de Thèbes, la célèbre Jocaste. Laios, en consultant l'oracle de Delphes, apprend que s'il a un fils, eh bien ce fils le renverserait, le tuerait et se marierait avec sa femme. Donc imaginez-vous que notre Laios, en entendant cela, pris d'effroi, a chassé sa femme de son palais. Ça a été sa première erreur. En fait, même l'erreur initiale, ça a été de prendre peur. Et je pense que nous touchons en fait là au cœur du mythe d'Oedipe, c'est-à-dire c'est la peur de perdre tout simplement le pouvoir, quand il faudrait tout simplement laisser aller les choses. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc, notre Laios chasse Jocaste de son palais, laquelle Jocaste, qui n'y comprend strictement rien, enfin la pauvre, vous imaginez, du jour au lendemain, même dans l'heure qui suit, elle est expulsée avec ses affaires en dehors de la ville. Donc autant vous dire qu'elle ne va pas en rester là, parce que Jocaste, elle a son petit tempérament aussi. Elle va se débrouiller pour enivrer Laios, pour s'accoupler avec, et patatras, de là vous devinez ce qui est arrivé, c'est la naissance d'Oedipe quelques mois plus tard. Alors, devant l'horreur de cette situation, Laios, se rappelant les propos de l'oracle de Delphes, va commettre son deuxième crime, c'est-à-dire qu'il va prendre l'enfant avec lui, il va l'abandonner, non sans lui avoir
causé quelque infirmité au préalable, c'est-à-dire qu'il lui a crevé les pieds avec un clou. Tiens, 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 pied et clou. Toute autre allusion à une autre histoire serait-elle fortuite. Donc, d'ailleurs, le mot Oedipe, ça veut dire tout simplement pied enflé. Là-dessus, les dieux vont se fâcher, notamment les dieux Apollon et Artémis, qui sont les gardiens des enfants. Ils vont se charger de récupérer le bébé Oedipe et de le confier au roi et à la reine de Corinthe qui n'ont pas de descendance, qui n'ont pas d'enfants. Oedipe va grandir, heureux, au milieu du roi et de la reine de Corinthe. Il est un prince vaillant. À un petit détail près, en grandissant, on se rend compte qu'il ressemble, mais absolument pas à ses parents. Et du coup, ses amis commencent à le railler pour cela. De même, ses pieds atrophiés lui valent quelques moqueries. Donc, euh, tous ces petits éléments, en grandissant, finissent par susciter la curiosité de notre Oedipe, lequel Oedipe va se tourner naturellement vers la Pythie de Delphes, la plus grande prêtresse oracle du monde grec antique de l'époque, laquelle va lui révéler exactement la même chose qu'elle avait révélée quelques années auparavant à Laios, à savoir qu'il allait tuer son père pour épouser sa mère. Alors la réaction d'Oedipe, évidemment, elle est prise d'effroi et il va avoir quand même cette intelligence, on va dire cette vaine intelligence de d'essayer de contourner la malédiction en fuyant Corinthe, en quittant le royaume de Corinthe pour dire, ben voilà, si je quitte le royaume de Corinthe, je ne pourrai pas tuer papa et je ne pourrai pas épouser maman. Mais voilà, les oracles sont toujours énigmatiques et mystérieux et ils n'expliquent pas la totalité de la réalité. Car s'ils expliquaient la totalité de la réalité, évidemment, on pourrait penser que l'histoire n'arriverait pas. Quand l'oracle s'est exprimé de telle sorte à Oedipe, il ne parlait pas du roi et de la reine de Corinthe. Il parlait bien évidemment du roi et de la reine de Thèbes, qui sont les parents biologiques de notre Oedipe. Mais à ce moment-là, Oedipe l'ignorait complètement. Donc, Oedipe s'en va et dans son errance, à un moment donné, il traverse un pont sur lequel est en train de s'engager un char conduit par un roi, qui n'est autre que son père, le roi Laios de Thèbes. Laios était en chemin pour aller justement lui aussi à nouveau consulter l'oracle de Delphes dans l'espoir de comprendre comment pouvoir se débarrasser du sphinx qui a été envoyé sur la cité par Héra. Il faut savoir que Laios, non content d'avoir crevé les pieds de son fils et de l'avoir abandonné, a poursuivi ses méfaits en violant un jeune homme, provoquant ainsi la colère de la déesse, de la mère de toutes les déesses, donc Héra, qui a envoyé le sphinx. Alors, vous savez ce que fait le sphinx. Il se poste sous les remparts de Thèbes, il pose la célèbre énigme qui consiste à savoir quelle est la créature qui, douée d'une seule voix, peut tour à tour porter quatre pieds, porter 2 pieds ou porter 3 pieds. Pied, Oedipe, pied enflé. Vous voyez comment un peu on tourne autour du pot. On voit qu'il y a ici une malédiction qui est vraiment envoyée sur la cité thébaine. Donc, si on ne répond pas juste à l'énigme, eh bien le sphinx dévore le voyageur. Personne n'a réussi à pouvoir résoudre l'énigme. C'est la raison pour laquelle le roi Laios s'en va consulter l'oracle de Delphes pour avoir une petite idée sur la manière de procéder. Mais voilà, en chemin, il rencontre, sans le savoir, son propre fils. Mais Laios, du haut de sa superbe et de son arrogance, dit « Ôte-toi de mon chemin, toi qui n'es rien ». Oui, oui, c'est comme ça dans le mythe. Bon, enfin bref, vous avez compris. Donc,
Oedipe, évidemment, lui, non mais comment? Moi, je ne suis rien. Moi qui suis le fils du roi de Corinthe et de la reine de Corinthe. Non mais hors de question. Donc Oedipe, la colère s'empare de lui. Au même moment, Laios roule sur ses pieds avec son char, ce qui réveille la blessure d'Oedipe. Et puis là, s'ensuit tout le fratras qui met en route la malédiction. Oedipe terrasse son père, l'abandonne sans sépulture. Il poursuit donc sa route jusqu'à Thèbes. De là, il rencontre le Sphinx. Et malheureusement pour lui, je dis bien malheureusement, il va résoudre l'énigme. Ce qui lui permit, peut-être malgré lui, en tout cas, il ne l'a pas refusé, ce qui lui a permis d'être porté au pouvoir par les Thébains. Donc, voilà notre Oedipe qui devient roi de Thèbes. Et naturellement, ben, vous savez ce qui s'ensuit, hein, il va épouser donc la reine Jocaste, sa propre mère, conformément aux visions de l'oracle de Delphes. Mais à partir de ce moment-là, la malédiction sur Thèbes ne va pas s'arrêter. Certes, le Sphinx est vaincu, le Sphinx est mort. Par contre, c'est une épidémie qui s'abat sur la cité thébaine et qui commence à décimer la population. Et là, un nouvel oracle dit que l'épidémie cessera dans la ville le jour où on chassera le meurtrier de Laios. Oedipe, voulant respecter cet oracle, promit l'exil à celui qui, lorsqu'ils auront découvert le meurtrier de Laios. Évidemment, sans penser un seul instant que c'était de lui-même dont il parlait. Il a fallu l'arrivée d'un aveugle voyant, vous voyez le truc, hein, voyant aveugle ou aveugle voyant, pour commencer à révéler le poteau rose. Cet aveugle, donc doué de dons de clairvoyance, va dire mais non, mais c'est votre roi qui a tué Laios, c'est lui qu'il faut chasser. Là-dessus, eh bien, on va recevoir des confirmations de la part de la cité de Corinthe, le roi et la reine de Corinthe qui disent mais oui, effectivement, Oedipe est bien notre enfant et effectivement, il est parti, il a abandonné le royaume, on sait qu'il a tué quelqu'un, etc., etc. Donc, l'oracle initial de Delphes est enfin connu, dévoilé, c'est la révélation, hein, c'est le jugement qui apparaît dans toute son ampleur. Oedipe, pris d'effroi, se crève les yeux. Symboliquement, les yeux, c'est la tête, c'est le siège de la conscience, c'est là où on voit la lumière. Donc, il s'aveugle parce que tout simplement, depuis le début, il se rend compte qu'il a été aveuglé toute sa vie par l'oracle. D'où effectivement, Chris, tu as tout à fait raison, la voyance à prendre avec beaucoup de sagesse. Quand on prend le risque de consulter une voyance, comment est-ce qu'on, ou même un astrologue d'ailleurs, hein, comment est-ce qu'on va interpréter les choses? C'est toujours très très délicat et pour cela, il faut aussi une grande sagesse de la part du consulté comme de la part du consultant. Et là, on voit tout à fait, au travers du mythe d'Oedipe, le danger de prendre au premier degré les oracles. Donc, Oedipe se crève les yeux par manque de conscience. Il va s'enfuir de Thèbes. Il va être en cela accompagné par sa fille Antigone, qui va quand même prendre pitié de son père, et à la fois père et frère, hein, quelque part. Donc, ils s'en vont. Jocaste, au préalable, elle s'est pendue, ce qui a effectivement aussi provoqué la chute d'Oedipe. Là aussi, il y a peut-être des petites allusions contemporaines à imaginer ou à voir. L'avenir nous le dira. Et la malédiction, pour autant, ne va pas s'arrêter là. Alors, certes, le mythe d'Oedipe, en quelque sorte, il va prendre très vite fin.
Mais la malédiction va continuer sur Thèbes, en ce sens que ce sont les fils d'Œdipe et de Jocaste qui vont prendre sa suite, qui vont hériter du trône. Ses fils, c'est Polynice et Éthéocle. Mais là encore, les deux, normalement, auraient dû se partager le pouvoir. Il y avait un gentleman agreement entre les deux qui stipulait que l'un régnerait une année et l'autre l'année suivante, etc., etc. Sauf qu'arrivé à la fin de la première année, eh bien, Éthéocle n'a pas rendu le trône à son frère Polynice. S'en est suivi une guerre entre eux. Ils s'entretuent. C'est leur oncle, le frère de Jocaste, qui va prendre le pouvoir. C'est toujours la cata sur la ville de Thèbes parce que, bon, certes, l'épidémie est résolue, mais maintenant c'est la famine, puis c'est la guerre. Tout va s'arrêter au moment où Éthéocle et Polynice et leurs propres fils, donc les petits-fils d'Œdipe, vont complètement disparaître. Quant à Œdipe lui-même, eh bien, dans son errance, au bras d'Antigone, il va finir par être absous par les dieux, par les furies qui le pourchassaient, et il va donc pouvoir mourir en paix. Donc, quelque part, ça finit pas si mal. Mais ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire qu'effectivement, notre relation à la vie, elle doit être quand même construite dans une forme de conscience et de libre arbitre. Donc la consultation des oracles, elle peut être utile, mais elle peut être également dangereuse. Dangereuse si on n'y met pas toute sa conscience et si surtout on ne garde pas le libre arbitre. C'est pas parce que quelqu'un va vous dire telle chose que l'on doit le prendre pour argent comptant. On peut aussi y mettre de la conscience et si effectivement notre famille est marquée d'une forme de malédiction, c'est le cas de la famille de Laios et d'Œdipe, tant que eux ont le pouvoir, ils entraînent toute leur propre malédiction sur le peuple dont ils ont la charge et la responsabilité. Voilà. Et on voit bien qu'au départ, le crime de base, si je puis dire, c'est cette volonté de Laios de s'attacher au pouvoir. C'est sa peur de perdre le pouvoir au travers de son fils. C'est une allusion, c'est une allégorie, c'est une métaphore, enfin c'est une histoire totalement parallèle à la théogonie des dieux, entre Ouranos, Saturne et Jupiter. Il a fallu attendre le règne de Jupiter et sa capacité, sa sagesse à partager le pouvoir pour mettre fin à la malédiction des enfants qui renversent leur père. Voilà, donc tout le mythe d'Œdipe tourne autour, effectivement, de cette relation au pouvoir. Quand cette relation au pouvoir, elle est construite dans la peur, eh bien, effectivement, elle va entraîner des malédictions de la part des dieux et des malédictions sur la famille qui vont découler sur le peuple si cette famille a malheureusement le pouvoir. L'interprétation du mythe d'Œdipe par rapport à l'approche de Freud, alors évidemment, Freud ne savait pas que Œdipe ne connaissait pas son père. Donc c'est là sa théorie qui explique que le fameux complexe d'Œdipe, qui commence à arriver autour de l'âge de 3-4 ans, et normalement qui doit se résoudre vers les 7 ans, c'est la confrontation à l'autorité patriarcale, à l'autorité du père. C'est-à-dire que, vous savez, l'enfant va essayer d'épouser maman, et donc pour cela de tuer symboliquement son père, jusqu'au moment où son père va lui montrer quand même qui est le chef. Alors, la théorie freudienne n'est pas si dénuée de sens que cela. Sauf que, dans la réalité de l'intégralité du mythe d'Œdipe, ce n'est pas le pouvoir temporel qui est en question. Ce n'est pas notre rapport à l'autorité du père ou à l'autorité du roi, c'est tout simplement notre rapport au Dieu. Car en effet, tout le mythe d'Œdipe nous explique que c'est par l'offense faite au Dieu que la malédiction s'abat. Ce n'est pas l'offense faite à un père que l'on tue sans savoir que c'est le père qui entraîne tout ça. Donc en fait, on change de niveau. On est sur un rapport d'autorité, mais d'autorité à la vie, d'autorité
à la, à la spiritualité, hein, mais donc d'autorité à Dieu, plutôt que à l'homme direct. Ce mythe nous explique tout simplement quoi, in fine, eh bien qu'on doit respecter la nature, qu'on doit respecter la terre, donc que l'on doit respecter les dieux dans leur intégralité. Et respecter les dieux, c'est quoi? C'est aussi se respecter soi-même, puisque, bon, ça c'est la théologie christique hein, qui nous l'enseigne, Dieu s'est fait homme, ça veut dire qu'en chacun d'entre nous est une part du Christ, est une part divine. Voilà celle-ci que l'on doit forcément respecter. Nous avons aussi un autre enseignement du mythe d'Oedipe, c'est le rôle de l'amour. Si Laios avait expliqué à sa femme pourquoi il la chassait du palais, s'ils avaient une explication entre guillemets rationnelle, de conscience, peut-être que les choses auraient été différentes. De même que si Laios avait envisagé devant une telle horreur, sachant que l'oracle ne peut pas mentir, il aurait peut-être pu tout simplement s'extraire du pouvoir temporaire et ne pas tomber dans la peur de le perdre, tout simplement. Voilà un petit peu tous les enseignements que nous pouvons tirer de ce mythe. Donc, malheur, alors, pas malheur, mais quel serait le bon terme? Il faut prendre en compassion ceux et celles qui n'arrivent pas à vivre dans l'amour. Et peut-être que cette journée du Vésac, où soi-disant, il est dit que les énergies christiques et bouddhiques envoient tant de lumière sur la Terre, eh bien c'est peut-être le moment d'en profiter pour prendre conscience de l'amour qui est en nous, de l'amour de nous-mêmes, et mettre une intention dans chaque geste du quotidien, dans chaque parole, au travers d'un simple bonjour, en y mettant vraiment une intention d'amour qui peut changer le regard de l'autre, mais pas seulement de l'autre, le regard aussi sur nous-mêmes. Voilà ce que je pouvais dire, ce que je pouvais exposer au travers de ce mythe. Vous voyez, c'est pas tout simple. Je ne sais pas si mon explication peut vous apporter quelques éclairages sur cette situation qui est extrêmement compliquée. Mais sachez qu'effectivement, tout est en rapport à notre pouvoir, mais pas notre pouvoir temporel, c'est vraiment notre pouvoir spirituel, notre capacité à illuminer nous-mêmes le monde. Voilà, mes chers amis, tout mon propos autour de ce mythe d'Oedipe, autour de ce Vésac. Je vous propose de répondre à vos questions si vous en avez. Et puis sinon, eh bien, je pense que chacun d'entre nous fera le geste et l'intention qui lui convient pour célébrer cette pleine lune, une méditation, un rosaire, une prière ou simplement un geste différent avec une intention différente, une intention vraiment d'amour. Donc, qu'est-ce que... Chris, oui, je comprends pourquoi la voyance a mauvaise presse. Bah oui, effectivement, c'est peut-être parfois un peu mérité. C'est à la fois de notre responsabilité, de la responsabilité de la personne qui nous reçoit. Alors, Sylvie, qu'est-ce que tu me dis? Sagittaire, super trop bien. Tu es en train de me dire que les Sagittaires sont super trop bien, c'est ça? Si tu veux. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Oui, Chris, effectivement, ça nous semble bien proche de nous. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Effectivement, quand on est dans une période d'épidémie, quand on a un jeune roi qui a épousé une maman, ça laisse à réfléchir. Après, je ne veux absolument pas enfermer la réalité dans un mythe, mais effectivement, ça donne matière à réflexion et peut-être que nous pourrons observer les choses comme elles adviendront dans les mois qui vont venir. Chers amis, ça fait 30 minutes. Si vous n'avez pas d'autres questions, eh bien, je vais vous souhaiter à toutes et à tous une excellente soirée, une magnifique pleine lune du Scorpion, une pleine lune du Vésac.
Et puis, bon, on se retrouvera prochainement pour la nouvelle lune, la prochaine nouvelle lune, donc normalement elle est en Gémeaux. Hein. Non, peut-être pas, elle doit être même encore en Scorpion. En Scorpion, pardon, en Taureau. Oh, j'ai un doute, je sais même plus. Attendez, je vérifie ça. Je vérifie ça. Ouais, vous savez, moi, le confinement, je suis devenu un peu feignant, donc enfin un peu endormi. Donc, non, non, c'est bien ça. Elle est bien en Gémeaux, mais au tout début du Gémeaux, et ce sera le 22 mai. Alors, Sylvie, oui, oui, Sagittaire, puisque c'est le Sagittaire qui a assagi Oedipe. C'est le Sagittaire qui a assagi Oedipe. Alors là, je sais pas de. Tu as sans doute des informations que je n'ai pas. Parce que, bah, autant que je sache, enfin, pour ma part, c'est l'accompagnement de sa fille Antigone qui l'a un petit peu, qui lui a apporté la paix. Voilà, mais bon, après, vous savez, les mythes hein, sont aussi impénétrables que le sont les voix de Dieu. Voilà, allez, je vous embrasse toutes et tous. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt, en tout cas. Et merci pour votre participation. Ciao.